Merci. Merci pour les gentils mots de présentation. Merci à tous ceux qui sont venus ici en ce jeudi après-midi, et à tous ceux qui sont avec nous à la maison ou ailleurs. Premièrement, on l'a dit, c'est un nouveau format qu'on essaie. C'est la première fois que je vais faire comme ça, parler sans support visuel, seul sur une scène. Donc, ça va peut-être vous demander un peu d'indulgence pour cette première expérience, mais on espère que ça va être à la hauteur de vos attentes. Donc, la question aujourd'hui qu'on se pose, c'est est-ce que, on la voit ici à l'écran, vieillir et rester actif socialement, est-ce que c'est possible? Vous vous doutez que si ce n'était pas possible, on ne serait pas ici pour en parler. Hein? On ne passerait pas notre temps à dire que ce n'est pas possible. Donc, évidemment, la réponse est oui. C'est possible de vieillir et de rester actif socialement. Mais la question la plus intéressante, c'est comment y arriver? Qu'est-ce qu'on peut faire pour rester actif socialement quand on va être à un âge plus avancé? La bonne nouvelle, c'est qu'on le sait comment le faire. On a déjà plusieurs études, plusieurs recherches qui nous ont montré comment on peut arriver à bien vieillir, ce qui va nous permettre de rester actifs et en santé le plus rapidement possible. Pour le faire, il y a des actions individuelles qu'on peut faire soi-même, mais il y a aussi des actions qui doivent être prises par la société et il y a des actions qui doivent être prises par les différents niveaux de gouvernement. Donc, c'est de ça un peu qu'on va parler aujourd'hui. Comme c'est un nouveau format pour me préparer un peu, j'ai écouté beaucoup de ce qu'on appelle les TED Talks là, pour essayer de m'imprégner puis de prendre exemple là-dessus. Puis dans presque tous les cas, c'était la même chose. C'était un homme, la plupart du temps, dans la cinquantaine, qui était seul sur une scène et qui disait à quel point c'était merveilleux de vieillir, à quel point c'était merveilleux d'être âgé. Que ce qu'on entend sur le vieillissement, sur le grand âge, c'était des préjugés. Ils disent presque tous qu'on est souvent plus heureux quand on est âgé que quand on est jeune, parce que la courbe de bonheur, ça on le sait par plusieurs études, c'est une courbe en U. Donc on est plus heureux à notre jeune âge et à notre âge avancé. Et dans le milieu, c'est un peu plus difficile à l'âge moyen, donc ça fait un U. Donc tous les gens montraient une image très, très positive du vieillissement. Ce qui, à la longue, m'a beaucoup agacé. Et donc j'ai arrêté d'écouter ces choses-là parce que je trouvais que c'était agaçant. Parce que oui, on peut être très bien en vieillissant. Il y a des beaux côtés, hein, on le sait. On est souvent plus serein quand on est plus âgé. On a plus de temps pour soi. On a des fois moins de responsabilités qui ne nous tentent pas, qui sont apportées par le travail. On a plus de temps pour soi, plus de sagesse, plus de recul par rapport à la vie. Mais vieillir, si vous êtes un aîné ou si vous êtes côtoyé des personnes qui sont plus âgées, vous savez que ce n'est pas facile, évidemment. Donc, même si je suis un homme dans la cinquantaine qui parle tout seul sur une scène, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire à quel point c'est merveilleux de vieillir. Parce que ce ne serait pas vrai, ce ne serait pas réaliste. Évidemment, on connaît des modèles de vieillissement réussis ou exceptionnels. On pense souvent à Jeannette Bertrand, 98 ans, qui est très active socialement, qui est toujours pleine de projets. On pense des fois aussi, on voit Brenda Milner, qu'on connaît moins, mais qui est une neuropsychologue de l'Université McGill qui a 103 ans et qui fait encore de la recherche de façon très active. On entend souvent parler de personnes, des marathoniens qui sont octogénaires, nonagénaires, même centenaires. Évidemment, ça existe un vieillissement comme ça, mais ce n'est pas tout le monde. Et si Jeannette Bertrand était ici, je la connais assez bien, Jeannette, puis je sais qu'elle me permettrait de dire ça, c'est qu'elle ne se réveille pas tous les matins comme on la voit à la télévision le soir. Donc, même elle, qui est pour plusieurs un exemple de vieillissement réussi, ce n'est pas facile tout le temps. Donc, même elle a des défis. Donc juste pour dire que ce n'est pas vrai, que c'est merveilleux de vieillir ou d'être âgé, mais on peut arriver à être bien là-dedans. Quand j'ai commencé en gériatrie, ce qui a fait déjà 25 ans, on savait déjà qu'en 2031, au Québec, ce serait l'année où on aurait la plus grande proportion de personnes de 65 ans et plus. Pourquoi? La raison est assez simple, c'est que c'est les baby boomers. Le pic des baby boomers qui sont arrivés après la guerre va être rendu à un âge de 65 ans et plus.
Et on fait beaucoup moins d'enfants qu'avant. Hein. Ce n'est pas des familles de 14 enfants, c'est beaucoup moins fréquent maintenant. Donc, il y a beaucoup moins de jeunes. Donc, en 2031, on va avoir la proportion au Québec de personnes âgées de 65 ans la plus élevée. Après ça, ça va diminuer un peu. Donc, ça fait longtemps qu'on le sait. Ça fait longtemps qu'on sait qu'il faut se préparer à ce vieillissement-là. Ça fait longtemps qu'on sait que le Québec est une des sociétés qui vieillit le plus rapidement. L'autre société qui vieillit très rapidement dans le monde, c'est le Japon. Le Japon essaie assez bien adapté socialement, collectivement, au vieillissement. Le Québec, peut-être un peu moins certain qu'on est aussi prêt à vivre ça. Donc, quand j'ai commencé à travailler en gériatrie, on n'entendait presque pas parler du vieillissement. On ne parlait pas de ça. Ce n'était pas très sexy, le sujet du vieillissement. Maintenant, presque à chaque jour, on entend dans les médias des nouvelles qui ont trait au vieillissement ou aux aînés. La difficulté d'accès aux soins à domicile, les délais d'attente pour aller en CHSLD, les personnes âgées qui attendent d'aller en réadaptation en CHSLD, qui occupent 15-16% des lits d'hôpitaux. Les piétons, aussi quelque chose qui nous a été dit récemment, la plus grande proportion des piétons qui sont tués par des véhicules, par des accidents d'auto, c'est des piétons âgés. Et une autre statistique qui m'a frappé récemment parce que ça confirmait une impression que j'avais, c'est que le nombre d'avis de disparition des services de police pour des aînés qui sont disparus augmente en flèche. On est habitué à des jeunes qui étaient disparus, souvent en fugue. Maintenant, il y a autant ou presque plus d'aînés qui sont disparus, souvent des personnes avec des problèmes cognitifs qui sont tout simplement perdues. Donc, le sujet du vieillissement, il est devenu très, très, très présent dans notre vie et dans les médias. Puis pourquoi on en parle autant maintenant? C'est qu'il y a de plus en plus de personnes âgées, on l'a dit. On est actuellement au Québec à autour de 20% de personnes de la population qui est âgée de 65 ans et plus. Puis pourquoi on a de plus en plus de personnes âgées? C'est que l'espérance de vie, ça, ce n'est pas un secret non plus, augmente de plus en plus. Puis là, je ne vais pas faire semblant, je vais aller voir les chiffres sur ma feuille, je ne vais pas faire semblant de m'en souvenir. Donc, l'espérance de vie actuellement, c'est de 82,3 ans au Québec. Ça continue à augmenter. L'espérance de vie pour les femmes est plus âgée que celle des hommes, c'est de 84 ans pour les femmes et 80 ans et demi pour les hommes. La bonne nouvelle pour les hommes, c'est que la différence entre les hommes et les femmes diminue. On était à 7 ans pendant longtemps de différence entre les hommes et les femmes. Maintenant, on est à 3 ans et demi. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les hommes. Et c'est une bonne nouvelle pour les femmes aussi, parce qu'il va y avoir plus d'hommes pour être avec les femmes, si les femmes veulent avoir des hommes. Peut-être que les femmes ne veulent pas d'hommes, c'est pour ça qu'elles vivent plus vieilles aussi, parce qu'il n'y a plus d'hommes autour. Mais on n'est pas ici pour parler de ça. Ce qui est intéressant, on dit souvent que le 65 ans, c'est le nouveau 50. Hein? On dit 50, c'est le nouveau 40. Mais moi, j'aime mieux dire 65, c'est le nouveau 50, puis 85, c'est le nouveau 65, parce qu'on vit plus en santé plus longtemps, on vit plus longtemps. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est l'espérance de vie à 65 ans. Donc, quelqu'un qui a 65 ans aujourd'hui, on sait, encore là, je triche, que son espérance de vie, c'est de 20 ans et demi. En général, une femme, 22 ans, puis un homme, 19 ans. Donc, un homme qui a 65 ans aujourd'hui, il va vivre en moyenne jusqu'à 84 ans. Une femme qui a 65 ans aujourd'hui va vivre en moyenne jusqu'à 87 ans. Et l'espérance de vie à 85 ans. Quelqu'un qui a 85 ans aujourd'hui, une femme va vivre en moyenne encore 7 ans et demi. Donc, va vivre jusqu'à 92 ans et demi. Et un homme va vivre encore 6 ans en moyenne, donc jusqu'à 91 ans. C'est assez facile. Plus on est vieux, plus on a de chances de vivre vieux. Donc, on a été très bon dans les dernières années. C'est pour ça que l'espérance de vie a augmenté autant. On a été très bon dans les dernières décennies avec la science et la médecine pour mieux traiter le cancer. Donc, on ne meurt pas autant de cancer qu'on mourait avant. Maintenant, ça arrive souvent en clinique qu'on voit quelqu'un qui dit « J'ai eu un cancer du sein, j'ai eu un cancer du côlon, j'ai eu un cancer du poumon il y a 15 ans, 20 ans », mais on fait ça comme si quelqu'un disait qu'il avait eu une appendicite presque, là, parce que c'est une maladie qui a été là puis qui est passée. On est très bon pour traiter les maladies cardiaques, pour prévenir les AVC, mais donc les gens vivent plus vieux. Mais où on n'a pas été bon,
où on n'est pas encore bon, c'est pour traiter les maladies qui sont reliées au vieillissement directement, les maladies qui sont dues à ce qu'on appelle de l'usure, comme l'arthrose. Hein? L'arthrose, tout le monde, en vieillissant, on a de l'arthrose. C'est inévitable. Donc ça, on n'est pas bon pour le prévenir, on n'est pas bon pour le traiter et pour traiter les complications qui sont dues à l'arthrose. Même chose pour d'autres maladies chroniques qui peuvent emmener des pertes d'équilibre ou des choses comme ça. Ce qui fait que oui, on vit plus vieux, mais l'espérance de vie qu'on dit en bonne santé, c'est-à-dire une espérance de vie sans incapacité, sans perte d'autonomie, celle-là n'a malheureusement pas augmenté aussi rapidement et autant que l'autre. Donc, on sait maintenant qu'on va vivre en moyenne de 7 à 10 ans de notre vie, donc les dernières années de notre vie, avec une certaine incapacité. Donc ça, c'est la partie un peu déprimante peut-être. Là, on va parler plus un peu comment on peut faire. Puis encore là, il n'y a pas de recette magique, évidemment, mais comment on peut faire pour mettre toutes les chances de notre côté pour vivre le plus longtemps possible et le plus en santé possible. Quand on demande aux gens comment ils veulent mourir, tout le monde dit la même chose. Ils veulent mourir vieux et en santé. On veut tous mourir dans notre sommeil à 95 ans après avoir vu une vie bien remplie et sans aucune perte d'autonomie. Malheureusement, comme je disais, c'est la minorité à qui ça va arriver. Quand on demande aux gens aussi ce qui leur fait le plus peur en vieillissant, c'est pas de mourir habituellement, c'est la perte d'autonomie qui est associée au vieillissement. On avait fait un sondage il y a quelques années avec la Fondation de l'Institut de gériatrie, la Fondation Luc Maurice puis la Fondation Jasmin Roy, qui avait été un sondage qui avait été justement imaginé par Jeannette Bertrand, où on demandait aux gens âgés le bonheur et les inquiétudes. Et ce qui inquiétait le plus les gens, c'était d'aller en CHSLD, et ce qu'ils voulaient le plus, c'est de rester à domicile. Mais ce qui n'est pas nécessairement d'aller en CHSLD qui inquiète les gens, c'est la perte d'autonomie qui vient avec. Donc, c'est pour ça que ce qui est le plus important, c'est de maintenir notre autonomie. Donc, comment on va le faire? Et l'autre chose, je voulais dire, l'autre chose qui inquiète les gens, c'est de perdre la mémoire. Hein? On veut tous garder notre tête jusqu'à la fin, puis on s'imagine que ça ne vaut pas la peine, si on perd notre tête, de continuer à vivre. Hein, la preuve, c'est que on parle des fois de demande anticipée pour l'aide médicale à mourir, là, si on a une maladie cognitive sévère. Et quand on demande aux gens qui voudraient faire une demande d'aide médicale à mourir pour la recevoir s'ils deviennent inconscients de ce qui leur arrive. Au Québec, c'était 4 sur 5 qui disaient qu'ils voudraient ça. Donc, on a très peur de perdre la mémoire et de ne plus être soi-même. Donc, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait un peu comment y arriver. Donc, c'est ça qu'on va regarder dans les prochaines minutes. Là, je sens que je vais dépasser largement mon temps. Je m'excuse aux organisatrices. J'espère qu'il n'y a pas de trappe sur la scène. Peut-être que le micro va s'arrêter à un moment donné, là, si je dépasse mon temps. Donc, on sait comment faire pour garder la mémoire plus longtemps. Ce qui est le plus important, c'est de bâtir ce qu'on appelle une réserve cognitive. Qu'est-ce que c'est une réserve cognitive? C'est comme mettre de l'argent de côté pour pouvoir l'utiliser plus tard, mais c'est aussi d'entraîner notre cerveau à pouvoir emmagasiner des nouvelles informations et à pouvoir faire des nouvelles connexions, des nouveaux circuits. Donc, comment on peut faire ça? Ce qu'on sait très bien déjà, c'est que plus on a justement entraîné notre cerveau, plus on se protège contre la perte de mémoire plus tard. Et c'est pour ça, entre autres, que les gens qui ont étudié plus longtemps ont un risque moins élevé d'avoir des problèmes cognitifs comme la maladie d'Alzheimer plus tard. Mais même si on n'a pas étudié longtemps, on peut rester actif. On peut apprendre des nouvelles choses. Il y a Anna-Inès Ansaldo, qui est une orthophoniste, qui est une chercheuse au centre de recherche de l'Institut de gériatrie, qui, elle, s'est intéressée beaucoup au bilinguisme, donc les gens qui connaissent plus qu'une langue. Puis elle, dans ses études, ce qu'elle a vu, c'est que les gens qui connaissent plus qu'une langue, ils ont un risque moins élevé d'avoir des problèmes cognitifs plus tard, parce qu'ils ont entraîné leur cerveau à apprendre des choses différentes. Il y a Bernadette, une autre de nos chercheuses, qui, elle, est psychologue. Elle a étudié l'effet de la lecture sur la mémoire. Puis ce qu'elle a vu, c'est que les gens qui sont des grands lecteurs,
Ils ont habitué leur cerveau à emmagasiner beaucoup d'informations, parce que quand on lit un livre, là, il faut se souvenir de ce qu'on a lu avant. Parce que si on a oublié ce qu'on a lu hier, mais ça devient plate un peu, là. Donc, si on lit des livres, si on est obligé de comprendre, puis la lecture, c'est quand même un exercice assez exigeant, on entraîne notre cerveau et on le protège contre les pertes de mémoire. Et si on arrive un peu plus tard dans la vie, il n'est jamais trop tard, parce qu'Anaïs Ansaldo, justement, a montré qu'une des façons, elle, entre autres, et d'autres, ont montré qu'une des meilleures façons, c'est d'apprendre des nouvelles choses. Ça, c'est une des meilleures façons de garder sa mémoire longtemps. Donc, apprendre un nouvel instrument de musique, avoir un nouveau passe-temps, apprendre un nouveau sport. Et ce que Anaïs Ansaldo a montré, elle, c'est qu'une des meilleures façons, c'était d'apprendre une nouvelle langue, justement, elle qui s'intéresse au bilinguisme. Donc, quand on a 65, 70, 75 ans, on décide, on apprend l'espagnol, on apprend l'anglais, si on ne le parle pas, on apprend l'allemand, le mandarin ou peu importe. Mais apprendre une langue, c'est une des meilleures façons de stimuler notre cerveau. Parce que ce que ça va faire, si on apprend une nouvelle chose, c'est mieux que de refaire la même chose qu'on fait toujours, parce que ça permet de développer des nouveaux circuits dans notre cerveau. Ce qu'on sait aussi, c'est que il y a Louis Bérère, qui est un autre psychologue qui travaille à notre centre de recherche et à l'Institut de cardiologie. Lui a étudié l'effet de l'exercice sur le cerveau. Tu sais, on sait que l'exercice, c'est bon pour le corps, mais l'exercice, c'est bon aussi pour le cerveau. Lui, dans ses études, il a montré que si on fait de l'exercice 2 à 3 fois par semaine, une vingtaine de minutes, un exercice modéré, on va améliorer notre mémoire, on va prévenir les pertes de mémoire. Probablement parce qu'on augmente la circulation dans notre cerveau. Donc, on permet à notre cerveau de développer des nouvelles artères, de recevoir plus d'oxygène. Donc, ça va être bon pour notre cerveau. Si malgré tout ça, à un moment donné, on sait qu'il y a des formes de mémoire qui diminuent en vieillissant, qui font partie du vieillissement normal. Se souvenir du nom de personnes qu'on ne voit pas souvent, le nom d'un acteur qu'on voit à la télévision, ce qu'on veut acheter à l'épicerie, les chiffres d'espérance de vie au Québec. Ça, c'est des choses qui sont normales d'oublier en vieillissant. Ce qui est moins normal, c'est de ne pas se souvenir du nom de nos enfants, par exemple, de choses dans la vie courante qui vont nous empêcher de faire. C'est une recette que j'ai faite pendant toute ma vie, là, je devrais être capable de la faire même quand je suis rendu plus âgé. Donc ça, c'est moins normal. Mais si on voit qu'on a une diminution de notre mémoire en vieillissant, que ce soit normal ou pas normal, il y a aussi des choses qu'on peut faire. Puis ça, c'est une autre de nos chercheuses, Sylvie Belleville, qui est psychologue, qui était notre directrice du centre de recherche. Elle a montré qu'il y a plusieurs stratégies qu'on peut utiliser pour améliorer la mémoire. Elle a développé des programmes. Il y a un programme qui s'appelle Memo, qui est donné par des psychologues qui vont enseigner ces stratégies-là. Et elle a aussi un autre programme qui peut être donné par, pas des psychologues, mais ce qu'on appelle des pairs, donc une autre personne qui peut nous enseigner ces stratégies-là. Ça va être de faire des associations entre les choses. De savoir, une des choses qui est les pires, c'est de retrouver notre auto dans notre stationnement. Hein? On retrouve, moi quand je vais chez Costco, là, je me souviens jamais où est mon auto, puis il paraît que ça leur arrive souvent, que les gens vont les voir en disant qu'ils se sont fait voler leur auto, mais ils sont habitués, puis ils savent que c'est pas vrai, donc là, ils aident les gens. Parce que, tu sais, il y a des autos partout, puis on ne sait pas. Aller à l'aéroport, puis retrouver son auto quand on revient après une semaine, c'est comme impossible. Donc, il faut se trouver des trucs pour s'en souvenir. Se trouver des trucs, faire des associations aussi. Moi, il y avait quelqu'un avec qui je travaillais qui... j'arrivais jamais à me souvenir de son nom. Elle était très, 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 très gentille, là. Elle s'appelait Jemima, puis j'arrivais pas à m'en souvenir. Mais maintenant, après, j'ai commencé à l'imaginer avec une tuque sur la tête. Puis là, je me disais, j'ai mis ma tuque. Puis là, j'ai plus jamais oublié son nom après ça. Tu sais, c'est un truc qui a l'air un peu stupide, mais qui peut nous aider à associer les gens ou avoir des caractéristiques physiques
des gens pour se souvenir d'eux. Puis avec les patients, comme j'ai beaucoup de patients, des fois, je n'arrive plus à me souvenir qui est qui, mais je m'assure toujours de mettre dans mes notes une caractéristique qui va faire que je vais m'en souvenir. Je me souviens d'une madame qui était chapelière, elle faisait des chapeaux, puis je l'avais écrit dans ma note, puis là, il s'agissait que je vois le chapeau pour me souvenir qui elle était. Donc ça, c'est des trucs qu'on peut utiliser en vieillissant pour se souvenir de ça. L'autre chose qui inquiète beaucoup les gens, on l'a dit, c'est la perte d'autonomie. Et un des facteurs, une des causes principales de mortalité qu'on a chez les personnes âgées, c'est les chutes. Parce que quand on tombe, il peut y avoir des blessures, fractures de hanche, hémorragie cérébrale. On sait que les chutes, c'est aussi une des raisons les plus fréquentes de ne pas pouvoir rester à la maison parce qu'on va tomber puis on ne sera pas capable de recommencer à marcher. Comment on peut prévenir les chutes? Et c'est assez simple aussi, c'est par l'exercice. Ça aussi, on a plusieurs études qui montrent que de faire de l'exercice, c'est bon pour prévenir les chutes. C'est normal de perdre de la masse musculaire en vieillissant. C'est normal que nos muscles, qui étaient seulement des muscles, des fibres musculaires à 30 ans, il y a beaucoup de gras qui se mêlent à ça en vieillissant. On perd de 30 à 40 % de notre masse musculaire, mais on peut, avec de l'exercice, prévenir ça. On peut aller au gym, mais ce n'est pas nécessairement ça qui est le mieux. On dit qu'il faut faire 150 minutes d'exercice par semaine, mais ce n'est pas nécessairement 150 minutes à la suite, hein, c'est 5 minutes, 10 minutes à la fois. Il y a une étude intéressante qui a regardé ce qu'on appelle les zones bleues. Les zones bleues, c'est, je ne sais pas pourquoi ils appellent ça bleu, là, mais ils appellent ça les zones bleues. Ce n'est pas les espaces bleus du gouvernement, là, c'est les zones bleues. C'est des endroits dans le monde où il y a le plus de centenaires. Il y en a une petite vallée en Grèce, il y en a un endroit en Californie, il y en a au Mexique. Ils ont regardé comment les gens vivent dans ces endroits-là. Bon, il y a des choses de diète, il y a beaucoup le réseau social, l'esprit de communauté, mais ils ont aussi vu que les gens étaient très actifs socialement. Et ce n'est pas des gens qui vont au gym, c'est pas des gens qui disent « bon, là, je fais de l'exercice ». C'est des gens qui sont actifs. Donc, ça veut dire aller à l'épicerie en marchant, si on peut, plutôt qu'en auto. Des fois, c'est juste de stationner un coin de rue plus loin ou de stationner dans le fond du stationnement plutôt que la première place à côté de la porte. Ça va nous forcer à marcher, de faire son jardin, toutes des choses, de rester actif dans sa vie de tous les jours. Donc, on sait qu'il faut faire de l'exercice. Il y a encore une chercheuse, Mylène Aubertin-Leheude, qui est kinésiologue et professeure à l'UQAM, qui, elle, a étudié l'effet de l'exercice, entre autres chez les patients hospitalisés. Parce qu'on sait souvent, à l'hôpital, on est couché dans un lit. Puis quand on perd, on sait quand on est dans un lit, on perd beaucoup de notre masse musculaire. Hein? Donc, on dit que pour retrouver la forme, ça va nous prendre des fois le double du temps qu'on a passé à l'hôpital pour retrouver. Donc, elle a fait faire de l'exercice à des personnes qui étaient hospitalisées, puis on peut prévenir la perte d'autonomie, puis on peut prévenir la perte de mobilité. Même chose, c'est des gens qui ont été opérés, chez des gens qui ont des problèmes de santé qui sont en réadaptation. Et elle a développé un programme aussi où, selon notre niveau de forme actuelle, ils vont nous proposer des exercices qui sont adaptés à notre condition. Donc, si je me déplace sans aide, si je me déplace avec une canne, si je me déplace avec une marchette, si je marche déjà beaucoup, si je marche presque pas, ils vont nous proposer des exercices qui sont adaptés à nous, qu'on va pouvoir faire chez nous quand on le veut. Donc ça, c'est des façons qu'on peut avoir de prévenir la perte de mobilité ou les chutes. On sait aussi que quand on tombe, on va avoir beaucoup peur de tomber après. Ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Hein? On perd confiance en soi. On ne veut pas sortir parce qu'on a peur de tomber. Ça aussi, on a une chercheuse, Joanne Filiatro, qui est ergothérapeute. Elle a étudié, elle a bâti un programme qui s'appelle « Vivre en équilibre », où, avec des exercices qui sont souvent drôles, des jeux de rôle, on va pouvoir regagner confiance en soi et se débarrasser de cette peur de tomber-là. Et on va pouvoir reprendre, donc rester plus actif parce qu'on va pouvoir être plus mobile. Un des tabous qu'on voit beaucoup, puis quelque chose qui fait peur beaucoup, surtout aux femmes en vieillissant, c'est l'incontinence urinaire. C'est un problème qui est très, très, très fréquent chez les femmes, qui est presque universel, je dirais, et qui souvent va beaucoup affecter la vie des gens. C'est aussi malheureusement un problème qui est encore tabou. Hein? Vous avez vu tantôt, là, ceux qui sont ici en personne, il y a un kiosque où on a les livres de notre collection de livres. On a un livre sur l'incontinence urinaire.
Nos autres livres se vendent beaucoup en librairie. Celui sur l'incontinence urinaire, il ne se vend pas du tout en librairie, mais il se vend en ligne, par Internet. Donc, c'est comme si les gens sont un peu gênés d'aller l'acheter à la librairie, donc ils aiment mieux l'acheter en ligne. Donc, l'incontinence, malheureusement, ça reste encore un tabou. On sait très bien comment traiter l'incontinence. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs qui le savent ici aussi. C'est par les exercices. Les fameux exercices de Kegel que toute femme de 50 ans et plus connaît très bien, où il faut faire des contractions du plancher pelvien. C'est très difficile à faire, de se motiver à faire nos exercices. Donc, on dit on peut les faire à tout moment. On attend l'ascenseur, on est dans l'auto, on est dans une salle à écouter une conférence, le conférencier qui parle beaucoup plus longtemps qu'il devrait. On commence à s'ennuyer un peu, donc on se divertit en faisant nos exercices de plancher pelvien, donc juste resserrer le bassin. Puis ça peut prévenir des exercices aussi simples que ça qui vont améliorer le support pour la vessie. Mais on sait, moi, j'en vois tous les jours des patientes qui ont des problèmes d'incontinence, puis personne ne les fait, les exercices de Kegel, parce que c'est plate. C'est un peu fastidieux. Chantal Dumoulin, physiothérapeute à l'Institut de gériatrie, elle a bâti un programme qui s'appelle « Danse ton incontinence ». Je pense que juste le nom mérite un prix, là. Donc, c'est un programme qui malheureusement discrimine contre les hommes, qui est seulement pour les femmes, parce que c'est des exercices différents pour les hommes et les femmes, mais où les femmes vont faire les exercices du plancher pelvien, mais en dansant, en écoutant de la musique. C'est juste à côté de mon bureau, là où ils font ces groupes-là, puis ils ont l'air vraiment avoir beaucoup, beaucoup de plaisir pendant les groupes, tellement qu'il faut presque leur dire de baisser le ton, parce qu'ils dérangent un peu en dansant. Donc, c'est une façon de faire ces exercices-là. Puis je disais que c'est réservé aux femmes, mais souvent, la femme vient avec son conjoint qui attend de l'autre côté, puis on le voit qui danse discrètement dans le corridor en regardant par la fenêtre. Donc, c'est une façon de faire ça, mais en s'amusant, ce qui devient moins fastidieux. Donc, encore là, c'est rester actif, mais que ce ne soit pas une corvée, mais un plaisir. On sait que la santé psychologique, c'est quelque chose qui est important à tout âge, on le sait bien. Je dirais que c'est encore plus important en vieillissant parce que, je l'ai dit un petit peu tantôt, vieillir, ce n'est pas toujours facile. Il y a beaucoup de deuils en vieillissant. Des deuils d'être cher, qu'on perd, mais aussi des deuils de ce qu'on pouvait faire avant. Il y a des choses qu'on pouvait faire avant qu'on ne peut plus faire. Avant, on aimait voyager, maintenant on n'est plus capable de voyager pour X raisons. Avant, on pouvait aller prendre une marche, maintenant on n'est pas capable d'aller prendre une marche. Avant, on pouvait aller au théâtre, maintenant on n'est pas capable de rester assis longtemps pour aller au théâtre. Avant, on aimait aller se promener en auto, on n'est pas capable d'être assis assez longtemps. Ou on perd notre permis de conduire, ça c'est un deuil important qu'on a. On perd notre maison, on n'est plus capable de rester seul à la maison, il faut déménager dans un autre endroit. Il y a beaucoup de deuil en vieillissant, c'est pas si facile. Donc, on peut se sentir un peu déprimé, on peut se sentir anxieux aussi, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que demain nous réserve. Tu sais, combien de temps je vais pouvoir rester comme ça? Combien de temps je vais pouvoir rester à la maison? C'est pas facile toujours, ces inquiétudes-là. Elles sont présentes toute la vie, vous me direz, mais je pense que plus on vieillit, plus ces inquiétudes-là sont là parce qu'on voit qu'on n'est pas capable de faire ce qu'on faisait avant, puis on voit, on a peur d'en perdre plus. Donc, c'est très important. Et si on va voir un médecin, malheureusement, le médecin à qui on parle de ça va malheureusement, probablement, nous proposer un médicament. Ce n'est pas parce que c'est ça qu'il veut faire, mais c'est parce que c'est à peu près la seule chose qu'il a à offrir. Ce qu'il faudrait, là aussi on le sait, c'est quoi? C'est des approches qu'on dit psychologiques, qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Donc, de changer ma façon de voir, de relaxer, de me changer les idées. Ça, c'est vrai pour beaucoup de choses. Moi je regarde même ma spécialité, mais mon expertise, je devrais dire, c'est la douleur chronique, puis en douleur aussi, on sait que c'est très important tout ça, de se changer les idées. Des fois, les gens, ils disent « il y en a qui m'ont dit que c'est dans ma tête, la douleur. » Moi, je dis toujours « c'est vrai que c'est dans la tête parce que la douleur, c'est dans le cerveau. » Mais le cerveau, on peut le contrôler d'une certaine façon. Il y a des études qui ont montré que si quelqu'un a de la douleur chronique et qui pense à d'autres choses, quelque chose de plaisant pour lui, il y a une diminution de l'activité dans les zones du cerveau qui sont associées à la douleur.
Donc, ce n'est pas juste psychologique, c'est que je suis capable de contrôler mon cerveau. Donc, ça, c'est très important. Donc, c'est important aussi pour tous les problèmes psychologiques qu'on peut avoir en vieillissant. On a là aussi, vous l'avez deviné, un chercheur au centre de recherche de l'Institut de gériatrie, Sébastien Grenier, dont c'est la spécialité, de bâtir des programmes pour ça, pour diminuer l'anxiété, pour diminuer les symptômes dépressifs, mais surtout pour donner les outils aux gens pour le faire. Puis ça, c'est le plus important. On dit en anglais, je vais utiliser le terme en anglais parce qu'il est beaucoup plus puissant, là, on dit « empowerment », c'est de donner le pouvoir à quelqu'un de faire quelque chose pour diminuer son anxiété, pour améliorer son humeur. Il y a des programmes qui existent pour ça. Et Sébastien Grenier est en train de faire un programme à la grandeur du Québec pour former les professionnels. Parce que ce n'est pas les mêmes aptitudes dont les professionnels ont besoin, dépendant de l'âge de la personne, pour former les professionnels à ça. Je vous disais, c'est important pour l'anxiété, c'est important pour les symptômes dépressifs, pour la douleur, c'est important aussi pour le sommeil, toutes ces approches-là. Puis encore là, malheureusement, on n'a pas beaucoup accès aux approches qui ne sont pas des médicaments. Donc souvent, on va vouloir une pilule pour dormir, ce qui est la pire chose. Parce que des fois, oui, on va dormir, mais on va avoir beaucoup d'effets secondaires et ça ne sera pas un bon sommeil. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a des problèmes de sommeil? C'est d'avoir des activités calmes avant d'aller au lit. Tu sais, ce n'est pas le temps de faire un exercice très intense juste avant. C'est de garder le lit seulement pour dormir. Il y a des gens qui, après le souper, s'installent dans le lit, là, puis ils regardent la télévision, ils mangent, ils font toutes sortes de choses dans le lit. Mais à ce moment-là, mon cerveau va associer le lit à toutes sortes de choses. Le lit, ça devrait être seulement pour dormir. Ou d'autres activités, mais ça, c'est selon le choix de chacun. Mais on ne devrait pas écouter la télévision au lit parce que ça va nous donner des problèmes après. On devrait éviter de regarder le iPad au lit. Les iPads, les téléphones, c'est, on le sait, une lumière bleue qui nous stimule. Et une des pires choses à faire quand on ne dort pas, c'est de rester couché dans le lit. Ou d'aller se coucher avant d'être fatigué. Si on est couché avant d'être fatigué, on ne dormira pas. Quelqu'un qui s'est couché à 2 heures du matin toute sa vie, puis que là, parce qu'il est rendu à tel âge et on lui dit « il faut que tu te couches à 10 heures », ça ne fonctionnera pas, il n'a jamais fait ça. Donc, quand on est couché et qu'on ne dort pas, qu'est-ce qu'on fait? On est couché puis on se dit « je ne dors pas ». Puis on dit « je ne dors pas ». Puis on dit « je ne dors toujours pas ». « Oh, qu'est-ce que je vais faire demain? Je vais être bien trop fatigué, je ne dors pas. »« Oh là, je ne dors pas. » Donc, évidemment, on va dormir de moins en moins si on fait ça. Donc, si on ne dort pas, ce qu'on fait, après 20 minutes, on se lève. On se lève, puis on va s'asseoir ailleurs. On ne lit pas dans le lit, parce que là, notre cerveau, il va dire « Ah, je peux faire d'autres choses que de dormir dans le lit. » On va s'asseoir dans une chaise à côté, on lit, on fait une activité tranquille, on fait des mots mystères, on fait quelque chose qui ne nous stimule pas trop, le plus plate possible, et ça va nous permettre de nous rendormir. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la thérapie cognitivo-comportementale. Et ça aussi, on a, par hasard, un chercheur qui travaille là-dessus, qui a développé des programmes avec des psychologues pour travailler puis aider les gens à mieux dormir. Ça, c'est Tien Tan Dang Vu, qui est un neurologue spécialisé en sommeil, qui a fait ces programmes-là. Une autre façon de rester actif socialement en vieillissant, évidemment, c'est de combattre la solitude. On sait que la solitude, il y avait des données récemment qui sont sorties, d'être seul, de vivre une solitude importante, ça a le même effet sur la santé que ceux qui fument. Parce qu'on va être moins actif, on va être moins éveillé, on va faire moins attention à notre santé, on va manger moins bien. Donc, c'est important d'avoir des relations significatives avec les gens. Ça aussi, c'est quelque chose qui a été montré dans les zones bleues où les gens vivent vieux et en santé. C'est aussi les arts qui peuvent nous permettre de faire ça. Les arts peuvent nous permettre de rester actifs, de développer notre cerveau. Et il y a certaines sorties culturelles aussi qui peuvent être une façon de rester active. Et on a là aussi un chercheur, Olivier Beauchet, qui est gériatre. Lui s'intéresse beaucoup aux effets de l'art sur la santé en vieillissant. Puis dans ses études, il a évalué l'effet d'une visite au musée. Ça a sorti récemment, là, il y a quelques années, où les médecins pouvaient prescrire une visite au musée aux gens.
Donc, là, on peut faire ça. Et là, lui a montré que ça va prévenir aussi les pertes de mémoire. Les gens qui vont au musée, ça va les permettre de rester actifs plus longtemps. Donc, les sorties culturelles, les arts peuvent aussi avoir un bon effet. Donc là, on a vu à peu près ce qu'il faut faire en vieillissant. On sait qu'on a des programmes qui ont été faits pour ça. Donc là, je suis sûr que les gens ici qui nous écoutent à la maison ou qui sont ici se disent « Bon, il faut que j'aille m'inscrire là, à un programme pour ça. Je vais aller m'inscrire tout de suite parce que j'ai de la difficulté à dormir. Là, je vais aller m'inscrire à un programme pour m'aider à mieux dormir. J'aimerais ça, faire mes exercices de Kegel, que ce ne soit pas plate. Donc, je vais trouver un endroit pour faire le programme de danse Ton incontinence. Je vais trouver un programme de stimulation pour ma mémoire, pour le faire en groupe pour que ça m'aide. » La mauvaise nouvelle, c'est que vous ne les trouverez pas. Parce que ces programmes-là, ils ont été développés, mais ils existent, ils ne sont pas donnés. C'est des programmes qu'on a donnés, nous, un petit peu à des petits groupes, mais qui ne sont pas donnés, à part quelques exceptions, de façon large. Je parlais de Sylvie Belleville tantôt, l'une des chercheuses avec qui on travaille, qui va à travers le monde pour parler de ces programmes, entre autres du programme Mémo. Mais quand les gens l'appellent pour lui demander « Je voudrais faire Mémo, où est-ce que je peux m'inscrire ?» elle est obligée de leur dire « nulle part ». Malheureusement, parce que ces programmes ne sont pas implantés. Puis là, on arrive à la première responsabilité sociale ou gouvernementale qu'on n'a pas encore pris, c'est de rendre ces programmes-là disponibles pour les gens. Parce que malheureusement, c'est facile d'avoir un médicament pour traiter à peu près n'importe quoi. Moi, je dis toujours, c'est très facile d'avoir un médicament, de prescrire un médicament pour un médecin. Tout ce que ça me prend, c'est un papier puis un crayon pour prescrire un médicament, puis les gens sont assurés pour avoir le médicament. Si je n'ai pas de papier puis de crayon, je peux appeler à la pharmacie pour le prescrire. Et si je n'ai pas de téléphone, le médecin peut aller à la pharmacie et dire au pharmacien « je veux prescrire ça », et la personne va avoir son médicament. Mais si on veut prescrire un programme contre les chutes, pour la mémoire, contre l'incontinence, contre l'anxiété, on ne sait pas comment le faire, puis on n'a pas les moyens de le faire. Donc ça, c'est une responsabilité sociale et gouvernementale qu'on a de mettre ces programmes-là en place pour que les gens puissent y avoir accès. Il y en a des programmes, je n'ai pas parlé du programme Pied contre les chutes qui existe dans les CLSC. Il y a des programmes Vivre en équilibre dont je vous parlais qui va bientôt être implanté probablement de façon plus large, mais on n'a pas accès assez facilement à tous ces programmes-là. Parce que c'est pas, même si je sais qu'il faut faire de l'exercice, si je ne suis jamais allé au gym, je ne vais pas commencer à aller au gym quand j'ai 65, 75, 80 ans. Mais si je pouvais avoir un groupe de personnes de mon âge qui font de l'exercice ensemble, peut-être que je le ferais plus. On l'a vu avec le yoga aussi, nous, quand on a commencé à l'Institut de gériatrie à faire des groupes de yoga contre la douleur, ça a été un succès énorme où les gens ont adoré ça. Mais après ça, quand on dit aux gens de le faire chez eux, parce qu'ils ne devraient pas avoir besoin de venir chez nous pour le faire, c'est pas possible. Puis des fois, on se demandait, on donne encore des cours de yoga, il y a des gens qui viennent depuis des années là, faire le yoga chez nous, puis à un moment donné, quelqu'un m'a dit, là, est-ce que c'est vraiment votre rôle comme institut universitaire, centre de soins tertiaires, d'offrir du yoga à des personnes pour la vie? Puis moi, ma réponse est toujours, si le médicament il fonctionne après 6 mois, je ne vais pas lui dire, tant pis. Tu l'as eu 6 mois, là, maintenant tu ne peux plus l'avoir. Donc c'est la même chose pour les autres choses, pour les exercices et pour les autres choses. On devrait avoir la même disponibilité. L'autre responsabilité gouvernementale ou sociale, c'est tout ce qu'on appelle l'environnement urbain. Si on veut rester actif, la meilleure façon ou la façon essentielle, c'est de pouvoir se déplacer. Et ça, malheureusement, c'est difficile. On le disait tantôt, là, les personnes âgées sont les piétons qui sont tués le plus souvent, malheureusement, dans les collisions. Et c'est simple, on n'a pas besoin de se demander pourquoi. C'est qu'ils marchent moins vite, tout simplement. Donc, si tu as si tu as une auto qui s'en vient, tu n'as pas le temps de te tasser. Les réflexes sont moins vite en vieillissant aussi. On est moins assuré des fois sur nos pieds. Mais il y a des choses aussi simples que la longueur des feux de circulation, qui n'est pas assez longue. Frédéric Laurier, qui est ici, un de ses grands succès en carrière avec notre ancienne directrice des services professionnels, ça a été de faire allonger la durée de la lumière de circulation en face de l'Institut de gériatrie. Donc, les gens qui arrivaient en autobus, ils n'avaient pas le temps de traverser parce que le feu n'était pas assez long, parce que si on prend la vitesse moyenne à laquelle marchent
une personne âgée, elle n'a pas le temps de traverser dans les 18-20 secondes. Il y a aussi des gens qui ne comprennent pas. Moi, j'ai déjà vu des gens qui ont des problèmes cognitifs, qui pensent que c'est un décompte, les secondes qu'on voit. Là. C'est pas facile quand on ne sait pas ce que c'est. Quand on voit 18, 17, eux pensent que quand c'est 0, tu pars. Là. C'est comme quand tu fais 3, 2, 1, go. Donc, il y a des choses qui ne sont pas nécessairement adaptées pour les personnes qui ont des problèmes. D'avoir des bancs. Tu sais, d'avoir un banc. Pourquoi il n'y a pas, quand il y a un terre-plein, il n'y a pas un banc dans le milieu? Donc, si tu as un gros boulevard, je traverse la moitié, je m'assois en attendant que la lumière rechange et après ça, je continue. D'avoir des bancs sur les trottoirs. L'année passée, j'ai été vraiment surpris quand j'ai appris qu'à Montréal, ils enlèvent les bancs sur les trottoirs l'hiver. Moi, je n'avais jamais remarqué ça. C'est simple, d'après ce qu'on m'a dit, c'est qu'ils ne peuvent pas déneiger les trottoirs s'il y a des bancs dessus. Mais ça veut dire que l'hiver, en plus d'avoir des trottoirs glissants, souvent mal déneigés ou mal déglacés, je ne peux pas m'asseoir nulle part parce qu'il n'y a pas de banc sur mon trajet. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que je reste chez nous. Donc, quand le printemps arrive, bien, j'ai perdu beaucoup de ma mobilité parce que je ne suis pas sorti de l'hiver. Des fois, il y a des marches aussi. Quand j'ai eu des enfants, c'est là qu'on réalise, quand on se promène avec une poussette, à quel point il y a des marches partout qui peuvent être difficiles à marcher. Il y a une patiente qui me racontait aussi récemment une anecdote qui est vraiment peut-être banale, mais elle me disait que la Ville de Montréal, maintenant, interdit de mettre son sac de poubelle sur le trottoir. Il faut que ce soit dans la grosse poubelle. Mais elle me disait, moi, je ne suis pas capable de lever mon sac de poubelle pour le mettre dans la poubelle. Puis même si je pouvais faire ça, je ne suis pas capable de prendre mon gros bac puis de l'emmener sur le bord du trottoir, surtout l'hiver, quand c'est glacé. Donc, quelque chose d'aussi banal que ça fait perdre l'autonomie à quelqu'un. Être obligé de demander l'aide d'un voisin pour sortir ses poubelles. Donc, c'est des choses banales auxquelles on ne pense pas. Et le plus important, c'est sûrement les transports. Des fois, on a de la difficulté en vieillissant, on n'est plus capable de conduire, on ne se sent pas sécuritaire en conduisant parce que les réflexes sont moins bons, la vision est moins bonne. Et la conduite automobile, c'est probablement la tâche la plus complexe qu'on a à faire parce qu'il y a des stimuli partout, puis il faut être attentif à une quinzaine de choses en même temps. Puis il faut appréhender ce que les autres vont faire aussi. C'est une tâche qui est très, très, très complexe. Et ça, en vieillissant, une des choses qui diminue, c'est l'attention divisée. Moi, je dis des fois, tout le monde devient un homme en vieillissant. Ils ne sont pas capables de faire deux choses en même temps. Donc, conduire, ça devient de plus en plus difficile parce qu'on n'est pas capable de tout faire puis de tout regarder en même temps. Donc, des fois, on ne peut plus conduire en vieillissant. Si on est à Montréal, bon, il y a le transport en commun, mais encore là, c'est pas toujours facile, le transport en commun. Il y a le transport adapté, si on a notre journée à perdre pour aller à un endroit qui va nous prendre une demi-heure. Mais dès qu'on sort des grands centres, moi, j'habite sur la rive sud de Montréal, puis si je veux prendre l'autobus, là, je marche 1,5 km pour me rendre à l'autobus. Puis c'est pas dans le fond d'un rang, là. C'est un quartier très central dans une ville de banlieue. Il y a des endroits où on ne peut pas aller du tout, où il n'y a pas de transport en commun. Donc, si je perds mon auto parce que je ne peux plus conduire ou que je ne me sens pas confortable pour conduire, je ne peux plus sortir de chez nous, tout simplement. Donc, je suis obligé de déménager. Donc, ça aussi, on a une responsabilité collective de permettre à ces gens-là de rester actifs dans la société en favorisant les moyens de transport. Je parlais tantôt des gens qui se perdent là, les avis de disparition de la police. On a eu dans nos projets de la communauté bienveillante qu'on a fait dans le Centre-Sud, qu'on a fait dans le quartier ici, je pense dans le quartier Ville-Marie, la communauté bienveillante, où on a formé la communauté. Il y a aussi des initiatives avec le quartier innovant. Nathalie Bière, ergothérapeute, qui est une de nos chercheuses aussi, qui, elle, a tout formé ça, des liens dans la communauté, dans le quartier Côte-des-Neiges, dans le quartier autour de l'Institut de gériatrie. Et ce qu'on voit, c'est que si on forme les gens, il y a aussi un programme du gouvernement qui s'appelle « Commerce Amis des aînés » pour former les commerces à être mieux adaptés aux aînés. Donc là, ça va permettre aux gens de rester plus actifs.
Des fois, les gens rient de moi parce qu'ils disent que j'ai une fixation sur les coiffeuses, parce que pour moi, la coiffeuse, c'est comme l'exemple d'une façon de rester actif socialement, hein, parce que les femmes d'une génération plus âgée allaient beaucoup chez la coiffeuse. Donc, si la coiffeuse est formée pour savoir quoi faire si la personne qui est avec elle a des problèmes de mémoire, mais ça va permettre à la personne de rester active plus longtemps parce qu'elle va pouvoir continuer d'aller chez la coiffeuse. On a des gens qui arrivent dans des commerces et qui sont un peu perdus. On a des gens qui se perdent, comme je le disais tantôt, et la police est obligée d'aller les chercher. Donc, si on peut former la communauté pour savoir comment aider ces gens-là, ça pourrait être une façon de leur permettre de rester actifs socialement plus longtemps. Donc, en conclusion, je pense qu'on peut dire que, je le disais tantôt, on va jusqu'en 2031, qui va être l'année où on va avoir la plus grande proportion de personnes âgées au Québec. Ça va aller en s'empirant, notre affaire, au niveau social. Pas au niveau personnel peut-être, mais au niveau social. Donc, on est comme au début de ce tsunami, des fois qu'on dit de personnes âgées, où il va y avoir un impact de plus en plus grand sur la société. Puis des fois, on fait l'analogie avec les changements climatiques. Hein? Les changements climatiques, on sait qu'ils existent, on sait qu'il faut faire quelque chose. Puis quelque chose qui m'avait frappé, s'il y a des gens ici qui ont vu le film Don't Look Up, qui est un film américain, où il y a des gens qui ils disent qu'il y a un astéroïde qui s'en vient sur la Terre, mais personne ne les croit, personne ne les entend, personne ne veut faire quoi que ce soit pour ça. Des fois, il y en a qui font l'analogie avec les changements climatiques, où on le sait que c'est là, mais on ne veut rien faire pour les prévenir. Je pense que de s'adapter au vieillissement, de se donner les moyens collectivement pour qu'on puisse mieux vivre ensemble, pas seulement les personnes âgées, mais toute la société. Je pense que c'est vraiment maintenant qu'il faut le faire, soi-même, mais aussi tout le monde ensemble. Voilà, merci.